au podcast En deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yeah! Warrior! Contre sergent. Ouais, un sergent contre un sauvage. Non, Wild Kingdom, on l'a fait une couple de mois, c'est pas le même. Non, c'est pas la même chose? Non, c'est dans la même époque à peu près, même temps, là, mais non, c'était pas le même. OK. Fait que, aujourd'hui dans l'histoire, Saturday Night Main Event, quel épisode? 19, 29? 29! Pourquoi tu m'as marqué 19 dans le truc StreamYard, c'est marqué 19. Bon, je vais peut-être écrire vite, je vais pas regarder, c'est pas grave. T'essayes-tu de me porter à confusion? T'essayes-tu de me mettre des bâtons dans les roues? Tu sais que je suis capable de m'en mettre tout seul, là? Ça te déstabilise tant que ça? Moi, bro, pour vrai, ça va pas bien, mes affaires. Hey, bro, calme-toi, là. Mais t'es pas en vacances en plus, tu devrais pas être stressé de même. Hein. Oui. Ben, en fait, je suis en vacances, mais il y a des gens qui remplissent mon agenda, même si je suis en vacances. Fait que, tu sais, des fois, je contrôle pas toujours mes vacances. Mais pour vrai, je sais que ça n'a pas rapport avec la lutte, mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que ma mémoire a fait vraiment défaut. Je sais pas, à partir de quel âge tu peux faire l'Alzheimer? Est-ce que tu peux... Ouais, il n'y a pas d'âge, hein? Je sais pas, je sais pas le chiffre exact. Je pourrais checker si tu veux. La semaine prochaine au podcast, en travers la table, un docteur qui va venir m'examiner. La semaine prochaine au podcast, c'est quoi donc? C'est quoi un podcast? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Fait que, ouais, c'est ça. J'ai des trous de mémoire, pour vrai, c'est assez inquiétant. Mais en même temps, il y a des affaires que je vais oublier dans la vie, fait que c'est pas une mauvaise chose. Je voulais marquer, je peux commencer l'Alzheimer. La première fois que ça m'a marqué, c'est faire du ski. Fait que... Ouais, c'est peut-être mon ski qui me fait tout oublier. Elle peut par conséquent se manifester avant 60 ans et dans certains cas plus rares dès 30 ans. Ah, c'est chaud. Je dois être un cas rare. Mais c'est principalement les personnes âgées, évidemment. Donc, mettons, Monsieur Alfredo, genre, pourrait être atteint. Ouais, mais lui, c'est parce qu'il s'aide pas, il bouille. Ouais, surtout le jeudi. Hein. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de quoi aujourd'hui? On l'a dit, Saturday Night Main Event, épisode 29, le Sergent Slaughter contre l'Ultimate Warrior, l'ultime guerrier pour les intimes. Mais rapidement, avant, il faut parler du dernier podcast qu'on a eu la semaine passée. Oui, l'année 2002, en revue, tout ce qui s'est passé dans le monde de la lutte en 2002, que ce soit New Japan, la création de Ring of Honor TNA et aussi toute l'année de WWE avec les débuts de Brock Lesnar, le retour de Triple H, entre autres. Oui. Et à travers la table, il n'y en a pas eu la semaine passée. Exact. On revient ça mardi avec un épisode. Ouais. Fait que on a fait ce qu'on voulait faire la semaine dernière. Fait que tout a bien tournage, été. Ouais, tout a bien été, tout s'est bien passé. Fait que plus de détails bientôt pour le podcast, mais on n'en parle pas tout de suite. Non. Et n'oubliez pas surtout. Ouais, allez voter pour votre tournoi interactif sur Instagram et Facebook. Donc, pour les jeux vidéo, les 16 meilleurs jeux vidéo, toutes consoles confondues. Donc, c'est ça. On a un tournoi chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Et ça va durer quoi, sur 2-3 semaines, ça, à peu près? Oui, la dernière, je pense que ça fait 2 semaines plus 2 jours la semaine d'après. Fait que ça finit un mardi. Ouais. Fait que techniquement, on pourrait annoncer le gagnant à travers la table le mardi soir. Ben, c'est ça qu'on va faire. Non, attends, je vais checker pour être sûr. Il me semble que c'est pas ça. Il me semble que ça finit un dimanche, me semble. Ben, le là, tu me donnes des fausses informations. Ben après ouais, ça, mais je parle à travers mon chapeau, là. Ben, je m'en souviens déjà plus ce que tu as dit. Fait que, anyway, ouais, j'avais dit que tu me devais 100 piastres. Non, ça, c'était toi, mais là, t'es correct. Ça, tu t'en rappelles, par exemple, celle-là. Ah, non, tu vois, c'est vraiment 2 semaines. Parce que c'est lundi au vendredi cette semaine, puis lundi au vendredi la semaine prochaine. Puis après ça, c'est bien fait, la vie, pareil. Ouais, puis on va attendre le gagnant, on va l'annoncer vraiment au podcast mardi, mais on va le mettre sur les réseaux sociaux le lendemain, le mercredi. Parfait. On va essayer de me rappeler de ça. On va te le rappeler au pire. Si c'est de quoi, tu me demanderas l'heure. Parfait. Fait que, on est prêt à commencer cet épisode-là, ce merveilleux épisode haut en couleur. Oui. Et qui dit review, dit au jour dans l'histoire, dit dans la vraie vie! Ah non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'attends quelque chose. Ben, c'est fait, non? Non, pas du tout. T'es sûr? Là, oui! Ah, ok. Le volume t'a baissé, je pense. Fait
Dans la vraie vie, le segment où j'avais deviné Marco, c'est la culture populaire en taux de show qu'on review aujourd'hui, qui évidemment, ça va être le 29, qui a eu au mois de mai, le 27 avril 91. Donc, peux-tu me dire, chanson numéro 1 en Amérique du Nord, puis je te donnerai bien les indices, mais tu l'auras pas. Peu importe ce que je vais dire, je l'aurai pas. Non. Je vais dire Soundgarden. En 91, non. C'est Baby Baby de Amy Grant. Je sais même pas c'est qui. Moi non plus, mais ça devait être populaire parce que c'est numéro 1 en Amérique du Nord dans ce temps-là. Ça devait être genre Baby, 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 Baby Grant. Ouais, mais des fois, il y a des tunes qu'on connaît pas de nom, puis on l'écoute à la radio, puis ah oui, c'est ça, cette tune-là, je la connais. C'est peut-être une de ces cas-là, peut-être, on sait pas. Chanson numéro 1 au Québec. Tu peux avoir l'artiste, c'est une femme. Tu peux avoir l'artiste, mais la tune, je pense pas que tu vas l'avoir. J'ai toujours les mêmes noms. C'est incroyable. Mitsu. Mitsu, Martine Sinclair ou ben Marjo. C'est trop ça que je connais. Je peux donner un indice de plus, c'est ni un ni l'autre. Ok, je vais dire. Attends, j'essaie de trouver une chanson nichée. Là. Comment tu as trouvé l'artiste avant? Là? Céline Dion. Et non, c'est Marie-Carmen. La chanson Tu t'en vas. Ça là, hey, pas vrai là. Oui. J'ai pas de stats à l'appui là. Ouais. Mais le nombre de fois que tu m'as dit que c'était Marie-Carmen, la tune la plus populaire au Québec dans nos podcasts, là. Marie-Carmen, étais-tu si hot que ça, Chris? Ben, j'ai dit 2 fois, me semble. On a juste celle-là, puis Aigle Noir. Faut que je m'en souvienne, tu l'as dit plus que 2 fois, c'est sûr. Je me rappelle, Mané, c'est Alfredo qui l'avait trouvé, la chanson, quand il était au podcast. Marie-Carmen, voyons donc. Qu'est-ce que je te dis? As-tu sorti des vinyles, là? Ben, sûrement qu'il y a des vinyles, certains. Film numéro 1 au box-office. Un acteur connu dedans, mais le titre, tu l'auras pas, puis je sais même pas c'est quoi. Oh, okay. C'est pas une comédie? C'est une comédie / crime. Un acteur très très connu. Encore même connu aujourd'hui. C'est pas un acteur qui fait. C'est un vieil acteur, hein, c'est ça? Hein? Ouais, il commence ici. Il a au moins 70 ans minimum, je pense. Oh boy. Je vais confirmer pour être sûr, là, mais je pense que c'est ça. Est-ce que c'est un acteur noir, par hasard? Il a 78 ans aujourd'hui, ce monsieur-là. Non. Est-ce que c'est un acteur noir? Non? Non. Ok. Parce que tu sais que mon gars s'en allait vers Morgan Freeman. Là, mais... Ouais. Un acteur blanc, 78 ans. Sutherland, il est mort. L'autre c'est le réalisateur mort. Qui? Gene Hackman est mort. Il est mort récemment, non? Ouais. Ah, je sais pas. Je veux dire... non... je sais pas même. Lance un nom d'acteur connu. Là. Il a fait plein de films, là, dont un film qui a fait genre au moins 6-7 films de ça, puis ça a été très populaire. Là. Harrison Ford. Non. Sylvester Stallone avec les Rocky. Ah oui, puis le film, c'est avec sa mère, là, non? Non, c'est pas Arrête, maman va tirer. Ça, c'est un excellent film. Mais non, c'est pas ça. Le film s'appelle Oscar. De la Oula ou... Non, ben, je pense pas qu'il a gagné l'Oscar avec ce film-là, je pense. Parce que sur Rotten Tomatoes, il n'y a pas une bonne note. Non, il a gagné l'Oscar avec Rocky, par exemple, je pense. Ah, ça oui. Avec raison, Rocky, c'est excellent comme série de films. Surtout les 4 premiers. Bref, dans le monde... non, jeux vidéo sortis alentour. Devine la console. Game Boy. Et non, c'est Battletoads sur NES. Ouais. C'est pas une grosse année là, quand tu checks ça, là. En tout cas pour ce temps-là. Là. Ouais, j'avais 4 ans aussi, faut pas m'en vouloir. Ouais. Les 4 affaires que j'ai nommées à date, c'est des affaires que beaucoup de monde ne connaîtrait pas. Là. À part peut-être Battletoads, là, qui était quand même un jeu populaire dans le temps, là, qui était bien le fun. Là. Mais sinon, les 2 tunes puis le film, aucune esthétique. Comme ça? Genre. Okay. Dans le monde du sport, dans le monde de la boxe, Evander Holyfield a battu George Foreman en 12 rondes pour des champions heavyweight de la WBC. Et pour terminer, sur le WBF Magazine du mois d'avril 91, nul autre
Hulk Hogan! Hulk Hogan! Pour vrai, là, c'est une des plus belles covers du magazine qu'ils ont jamais faites. Ah ouais? Elle est vraiment fucking belle. Oui, la photo est écœurante, là. Avec le flag des États-Unis, là. Ouais, pour vrai, très belle photo qu'ils ont fait pour le cover du magazine. Bref, c'est conclu dans la vraie vie! Merci d'avoir participé. Bon, enfin, je peux passer à autre chose. Ouais, excuse, c'est pas vraiment l'affaire que tu fais. Ah oui, je m'en rappelle là-dedans, mais ça va revenir. Ça serait le fun à un moment donné de recréer des covers de magazines avec nous autres. On pourrait. Tant que c'est pas une cover de Sonu, c'est bon, on est correct. Mais sinon, j'ai un modèle gars pour créer toutes les covers de magazines. T'as un modèle gars. Ouais, qui pourrait faire les différents lutteurs. Qui ça? Le connais-tu? Ah, un peu. Pas beaucoup, par exemple. Tu le nommes ou. Ben, si tu veux, vas-y. Kevin Brien. Non, ben là. Je pense pas qu'il va être d'accord. Je pense pas que c'est une bonne idée. Science Main Event 29 a eu le 15 avril 91 à Omaha, Nebraska, dans l'Omaha, à Omaha Civic Auditorium, qui est maintenant démoli. Qui est maintenant démoli depuis 2016. Ça a été diffusé le 27 avril 91. L'événement a été diffusé évidemment sur NBC. Il a obtenu un rating de 7.7. C'est bon. L'épisode était initialement filmé comme The Main Event. On voit des bannières et des micros qui marquaient The Main Event. C'est comme quand c'était un petit peu plus gros, c'était The Main Event, là, comme évidemment Hogan contre André, le combat de championnat avec les deux arbitres. Oui, après cet événement, Science Main Event a été diffusé sur 2 épisodes sur Fox en 92. Et la série s'est ensuite terminée jusqu'à son retour à NBC pour 5 émissions spéciales à partir de 2006 avec Science Main Event 32. Et évidemment, aujourd'hui, ça a recommencé depuis une couple de shows là, aussi à la télévision. Toujours été un fan de Science Main Event. C'est le fun. C'est un bon petit show à regarder. C'est rapide, puis c'est pas trop. Ça overstay pas son welcome, puis c'est des bons moments souvent. C'est une belle heure condensée avec un mix de lutte et promo, divertissement. Puis j'avais une blague pour toi. Sais-tu qu'est-ce que le réseau de télévision disait quand il n'y avait pas leur rating comme ils veulent? Oh boy. Je sais pas. Fox! Ah, ok. Ouais. C'est correct. On va donner un 6.5 sur 10. C'est bon. Oui, et les commandants de la soirée sont Vince McMahon et Matchman Randy Savage. Et après leur intro, ils parlent des combats de ce soir et le thème d'entrée du show. On a interview time avec Mitch Cullen. Non, c'est pas vrai, j'ai menti. Avec Matchman Randy Savage qui est commentateur. Qui fait des photos. Elizabeth, yeah! Ah oui, c'est vrai. Je sais pourquoi tu as dit ça. Ouais. Voilà. Il est avec Colal Mustafa, le général Adnan et le sergent Slaughter. Et Slaughter dit au macho que le grand américain comme Randy n'a pas été au garde à vous à sa présence et que WrestleMania 7, Hogan a gagné la bataille, mais pas la guerre. Et Hulk a appris qu'en jouant avec le sergent Slaughter, il joue avec le feu. Au même moment, il met du footage de WrestleMania 7 après le match, après l'événement, où il était avec Midget, avec Hulk Hogan, puis il rouvre une porte, puis Slaughter là avec une boule de feu dans la face. Après ça, Sarge dit qu'il va battre l'Ultimate Puke ce soir parce qu'il connaît sa plus grande peur. Il dit: je t'ai vu dans le salon funéraire avec Paul Bearer et disons qu'est-ce qui s'est passé, t'as coupé le souffle. Dans quelques instants, ça va être moi qui va te couper le souffle. Puis en fait, je vais prendre plus que ton souffle, pardon, et c'est un ordre. Évidemment, on va tout après ça. Interview time avec Mijino Cullen! Oh, il a sorti son pop. Hein? Ben, il est tout le temps là parce que j'ai pas de place. Il est avec Ultimate Warrior. Il dit que pendant que Gene parle au Warrior du Funeral Parlor avec l'Undertaker et Paul Bearer qui l'ont enfermé dans le cercueil, on voit tout ça à l'écran. Puis ça a plusieurs officiels pour évidemment ouvrir le cassette avec une crowbar puis une coupe de barre à clous. Puis c'est la même chose, une barre à clous et une crowbar, je pense à ça. Mais avec des marteaux aussi. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que puis quand ils ont ouvert le casquette, Warrior était inconscient puis il était dans les vapes. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que je pense que j'ai déjà dit au podcast, là, mais le monde backstage de Warrior, des fois, ils faisaient chier. Fait que ils avaient pris leur temps pour ouvrir la casquette, là, puis ça arrangeait pour. Ils avaient pris leur temps pour le faire chier un peu parce que j'espère qu'il n'était pas claustrophobe parce que sinon, c'est chiant pour lui. Là. Mais bon. En même temps, quand t'écœures le monde, à un moment donné, ça revient. Hein.
Ouais, c'est sûr, mais c'est quand même grave. C'est quelqu'un dans une casquette fermée, puis, tu sais, c'est pas. Ben, tu sais, Ils ont pas volé son je linge dans le pense. frigidaire à la job, là. Non, mais tu sais, fais juste penser comment t'appelles ça, tu sais, quand dans les équipes sportives, quand t'as des nouveaux joueurs ou c'est ta saison recrue, ils font des, voyons, j'oublie. Les initiations? Ouais, c'est ça. Des fois, c'est allé loin, hein, ces affaires-là. Fait que, tu sais, Ouais. pense à ça des fois, puis surtout, à la lutte, je suis sûr que c'est déjà arrivé, là, initier des jeunes recrues, puis tu sais, manger des chops, manger des bolets, des affaires de même. Fait que, tu sais, je comprends, là, je comprends, oui. Mais, non, en même temps, Warrior avait sa réputation. Fait que, c'est soit ça, au moins, ils l'ont quand même laissé sortir après. Il aurait pu juste écrire une bolée dans un stationnement, puis, tu comprends? C'est vrai. Je Comprends, comprends, oui. Oh, on est fatiguant avec ça. Après que Gene lui demande si tout ça va l'affecter dans son match contre le Sergent Slaughter, Warrior dit au Sarge que le guerrier est né dans la même noirceur dont Slaughter est effrayé. Il dit que le sergent ou l'homme breton ne possède pas ce qu'il faut pour sceller la destinée du Warrior. Et pendant qu'il est dans le cercueil à peut-être prendre son dernier souffle, ses dernières visions étaient celles de la vermine que Slaughter et Taker sont. Et ce soir, le sergent Slaughter termine la bataille ultime, termine le champion du monde. Ou l'ex-champion du monde, pardon. On est prêt. Match numéro 1. Sergent Slaughter avec Colonel Mustafa et le général Adnan contre Ultimate Warrior avec l'arbitre du match, Earl Ebner. Évidemment, une couple de mois, on a reviewé Royal Rumble 91, dont ce combat-là est un rematch. Évidemment, on se rappelle que ce show-là, Macho Man Randy Savage a fait perdre Warrior parce qu'il avait refusé un title shot avec Sherry sur le segment avec l'estrade qui était écœurant. Fait que c'est sa revanche. Fait que Slaughter a gagné. Fait qu'on va voir s'il peut remporter la victoire 2 fois de suite contre le Warrior. Il essaie de prendre l'avantage avec un départ sournois. Mais Warrior l'a attrapé sur la 3e corde et l'a slamé au sol. Le Warrior prend les devants jusqu'à temps que le Sarge réussit à renverser la situation et faire tomber Warrior à l'extérieur du ring où le Colonel Mustafa s'est également impliqué en attaquant l'ultime guerrier avec des coupées d'un côte. Évidemment, pour ceux qui ne se souviennent pas, le Colonel Mustafa est bien sûr Iron Sheik. Ouais. De retour à l'intérieur, Slaughter est concentré sur le bas du dos avec un backbreaker et une prise de l'ours. Lorsque Warrior essaie de revenir, il s'est effondré à cause de la douleur à ses lombaires. Et pendant que le Sarge a fait un autre câlin d'ours, alors qu'il épuisait le Warrior, Paul Bearer est apparu poussant un cercueil dans l'allée jusqu'au bord du ring. Et pendant ce temps-là, Warrior était distrait par cette arrivée, permettant au Slaughter de le frapper par derrière et de le faire tomber à l'extérieur du ring. Et un retour de pause commerciale. Le Warrior finit par venir avec des cordes à linge et des coups de bélier. Mais en faisant ça, le cercueil s'est ouvert et l'Undertaker s'est relevé en zombie comme à l'accoutumée. Il l'a regardé fixement dans les yeux. Et le guerrier est resté sous le choc jusqu'à ce que le Sarge, Adnan et Mustafa lui sautent dessus. Et après ça, le Taker s'est joint lui-même à la fête. Et les quatre ont eu des coups de pied. Warrior, jusqu'à que le Hulk Hogan se pointe pour sauver la situation. Et la foule, évidemment, a popé fort là-dessus. Et maintenant, Hulk Hogan était. On peut dire qu'on veut Hulk Hogan, mais à l'époque, il était pratiquement intouchable. Oui, et après ça, alors que le Hogan et le triangle de la terreur se battaient jusqu'à l'arrière, le Warrior se retrouvait face à face avec le Undertaker. Les deux se sont battus avec le Warrior qui a sorti le Deadman du ring avec un coup de bélier. Donc, après ça, le Taker est tombé sur ses pieds. Plusieurs officiels sont venus empêcher les deux de continuer. Donc, voilà, on a un no contest entre Warrior et Sergent Slaughter pour commencer. Ça va être un event 29. C'est quand même cool de voir Ultimate Warrior puis Undertaker interagir. Tu sais, je veux dire, Warrior, il est un peu fearless, puis Taker, tu sais, c'est les débuts de Taker. Fait que, oui, il fait peur, mais dans ce temps-là, on n'était pas sûr, genre, oui, il nous fait peur, mais on savait pas trop quoi s'attendre de lui. Fait que, tu sais, j'aurais pris un Taker, genre, des fin des années 90 contre ce Warrior-là, mettons, là. Tu sais, si je veux matcher deux époques, là, un fantasy, là. Ministry, genre? Ouais, je pense que ça aurait donné vraiment quelque chose de vraiment le fun. Imagine genre un Warrior qui est possédé par le Taker dans le Ministry, genre, ça aurait pu être malade. Ouais, c'est ça, ça aurait pu être. Genre à la Viscera, mettons, là. Où qu'il le kidnappe et il fait donner, genre Viscera, genre, mettons, là. Mais ouais, peut-être pas tant de Hocus Pocus, mais vraiment juste le look que ça donne, là, le cercueil Taker Warrior. Je trouve ça quand même nice. Là. Fait que c'est cool d'avoir eu ça début des années 90 avec Warrior, qui ont eu le temps de faire ça à WWF avant que Warrior s'en aille aussi. Là. Ouais. Sinon, le meilleur moment du match, c'est quand le cercueil s'est ouvert.
Puis c'est pas mal ça. Là. Si tu parles du match en tant que tel, c'était à chier. Là. C'était pas bon. Là. Non, c'était pas très bon. C'est pas C'était vraiment dégueulasse. Là. Slaughter, il est pas mauvais en certains sens en ring. C'est un bon. Surtout pour bumper, là. Vraiment sa grosse force. Là. Mais comparé au Warrior, il est très bon. Là. Mais non, c'était pas le meilleur match, mais en même temps, des fois, juste la réaction de la foule, puis ils ont continué le storyline avec Taker, puis Hogan, puis tout ça. Fait que c'était un plus. Puis combien de temps que le match a duré? Oh, je sais pas. C'est quoi, 9 minutes? À peu près, j'ai pas checké les temps, là, mais à peu près 9 minutes, là, je te dirais. Là. Ouais, j'imagine. Écoute, là-dessus, il est resté combien de temps en Burrug là-dessus? 7? Non, peut-être pas. Peut-être 2, peut-être. Exagère peut-être un peu, là, mais... Ouais, un petit peu. Là. Pour vrai, ce match-là était boring as fuck. C'est une chance qu'il y avait les storylines dans ce début-là, parce que... Puis, on s'entend que c'était placé là juste pour le Star Power pour commencer le show avec la storyline puis qu'Hogan arrive, parce que sinon... Sinon, je sais pas, c'était pas... Le match s'est pas donné. Là. 8 minutes. Ouais, c'est ça, 8 minutes de trop. Ouais. Fait que, voilà. Fait que la feud finira pas parce que Warrior va se faire libérer. Bon, j'ai skippé, mais j'ai jumpé Bligon un peu. Un combat faible pour commencer le show, mais au moins ça fait avancer le storyline, comme j'ai dit tantôt. Donc, le Warrior et les Taker vont continuer leur rivalité dans des house shows, dans une série de combats body bag, tout à remporté par le Warrior. Là. Ça te fait rire parce que tu penses à nous autres, c'est ça? Là? Il n'y a pas de Jason Green dans ce combat-là, non? Non, il n'y en avait pas. À l'époque, non. Okay. Warrior va demander de l'aide à Jake Roberts pour l'aider à combattre la noirceur de l'Undertaker. Mais ça va être une ruse parce que Roberts va falloir se tourner contre le Warrior. Le Warrior, il joint le Deadman dans une genre de Mega Powers de l'horreur, mettons, là, si on veut. Ouais. Et la feud finira pas parce que Warrior va se faire libérer tout de suite après son match à SummerSlam. Et son match, c'était lui, le Hulkster, contre le train de la terreur dans un combat 3 contre 2. Fait que ça, fait qu'évidemment, il a été renvoyé après qu'il a demandé de l'argent à Vince McMahon de plus avant d'aller au match, sinon il ne faisait pas le match. Puis aussitôt qu'il a passé le rideau, ben, ils l'ont mis dehors. Puis c'est ça. Mais évidemment, ils l'ont engagé parce qu'il revenait à WrestleMania 8. Ouais, exact. Interview time avec Mitchell Cullen, Jimmy Hart et les Nasty Boys. Et Hart dit que Knobbs et Sag sont nasty, mais au moins ils sont pas dégueulasses comme leur challenger ce soir, les Bushwhackers. Et Sax dit que les Whackers sont grotesques, laids et gluants, mais pas nasty comme eux. Ils vont battre le fou de leur corps de singe. Ils vont devenir leur animal de compagnie. OK. Knobbs dit qu'ils vont leur arracher les bras et les rentrer dans le nez parce qu'ils sont nasty. Et après ça, c'est ça. Fait qu'ils sont gonflés à bloc, les Nasty Boys. Puis évidemment... Quand même deux tag teams imprévisibles que j'aimerais pas être l'arbitre de ce combat-là parce que j'ai l'impression que tout peut arriver dans ce match-là. Ouais. Puis évidemment, c'était reconnu pas longtemps que Brian Knobbs avait des problèmes de santé puis était à l'hôpital. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement, peu importe ce qu'il y a, puis qu'il reste en vie. On aimerait bien ça. Il y avait déjà des enjeux de santé quand on l'avait rencontré quand on a fait un podcast avec eux autres. Là, fait que, quand je dis ça, on dirait je me sens comme un imposteur. Quand on a fait le podcast avec les Nasty Boys. Ouais, on me rappelle ce soir-là, il faisait chaud. Oh, il était bien, il y avait de la madame. On va-tu au Saint-Tube? On n'en parle trop, je pense. Bref. Interview time avec Roddy Piper et les Bushwhackers. Il montre à Hot Rod comment ils sont nasty. Il lui liche le visage. La liste s'en fout et Piper dit qu'il est convaincu, mais d'aller convaincre les Nasty Boys dans le ring maintenant à la place. Donc, on est prêt pour le match numéro 2. Les Nasty Boys avec Jimmy Hart contre les Bushwhackers dans un combat de championnat par équipe détenu par les Nasty Boys. Et l'arbitre du match est Joey Marella. Puis on l'a dit avant de rentrer en ondes, là, que je vais leur dire pour ceux qui écoutent sur YouTube, là, les VS de Saturday Night Main Event avec les logos des lutteurs à l'écran, là, c'est de toute beauté. C'est vraiment une forme d'art différente. Puis il gagnerait à faire ça des fois de temps en temps. Je sais qu'il a essayé récemment avec les graphiques là, qui percent l'écran puis 3D, là, si on veut, là, que c'était assez dégueulasse. Là, mais bon, c'est sûr que la nostalgie parle aussi. Fait que mais en même temps, toujours bon d'essayer des nouvelles affaires. Ah, c'est sûr. Toujours le fun. Puis ça fait des... Surtout aujourd'hui avec les technologies, là, tu peux faire des belles affaires, là, vraiment beaucoup. Là. C'est ça. Oui, évidemment, les Nasty Boys sont champions depuis WrestleMania 7. Ils ont battu une ancienne équipe de Jimmy Hart, la Hart Foundation. Et c'est leur première défense de titre télévisée pour les deux gars managés par Jimmy Hart.
Après, on a Luke et Nobbs qui ont ouvert les choses avec quelques coups de l'abatteur jusqu'à les choses dégénèrent et qu'on retrouve les 4 hommes dans le ring à se battre. Puis ça a terminé avec la sortie de Nasty Boys, gracieuseté des cousins de la Nouvelle-Zélande. Et lorsque les choses ont repris, Sags a travaillé sur Butch, mais ça a été de courte durée parce que Butch s'est frayé un chemin et a fait le relais à son cousin Luke. Et un instant plus tard, les Wackers ont écrasé les deux champions par équipe avec leur coup de bélier en duo quand le Butch tient la tête de Luke puis il fonce dessus pour donner un coup de bélier dans le ventre. Et encore une fois, les Nasty sont revenus à l'intérieur et ont évidemment pris le contrôle après ça. Et ils ont fait des tags rapides qui ont même mené Luke avec leur style d'attaque, style brawler. Et Luke a finalement réussi à échapper et à faire le hot tag à Butch, qui est arrivé en vraie maison de feu, ramassant les deux champions par équipe avec des cordes à linge et il a presque remporté les titres à lui seul. Et les Nasty Boys ont triché parce que l'arbitre était distrait, mais n'ont pas réussi à mettre les Wackers au tapis avec pour le compte de 3. Mais éventuellement, les Nasty Boys ont trouvé une façon de gagner quand Nobbs a fait un roll-up sur Luke et a obtenu l'aide de Sags qui a juste poussé avec ses pieds les foufounes de son partenaire pour le compte de 3 pour du leverage et garder les titres par équipe ce soir. C'est le genre de match-up que j'aime beaucoup parce que le match n'a pas besoin d'être bon pour avoir l'intérêt du public, je pense. Un peu comme le premier match, dans le fond. Ben oui puis non, parce que dans le premier match, Warrior, tu t'attends à ce qu'il domine. C'est vrai que Slaughter, c'est quand même un bon heel, puis une bonne opposition. Il y a de l'expérience, puis il est gros, puis il est capable de. C'est un ancien champion. Mais dans ce combat-là, c'est que, tu sais, oui, tu as des ceintures par équipe, oui, c'est un tag team titles match, mais juste que les deux équipes soient un peu dans la même énergie, un peu folle, un peu comme dégueulasse, crazy. C'est le même style. C'est le même style, sauf que les Nasty Boys sont de loin meilleurs que les Bushwalkers. Ouais. Dans le ring, là. Ouais. Fait que non, j'aime cette combinaison-là. Puis les Bushwalkers, même si pour moi, dans le ring, ils sont boring, ils apportaient quelque chose à la division par équipe pour faire avancer certaines storylines. Fait encore une fois, j'ai préféré ce match-là au premier, de loin. Là. Oh ouais. Je suis d'accord. Mais non, j'aime beaucoup ce mix-là de tag team entre les deux équipes. Puis la bonne équipe a remporté le combat, évidemment. Ouais. Je trouvais que c'était un bon petit match, mais c'était pas bon non plus. Là. C'était pas mauvais. Ah non, c'est sûr que. Ouais, c'est ça. C'est pas un classique. Ça reste les Bushwhackers et les Nasty Boys après tout, même si les Nasty Boys sont meilleurs. Là. Sont meilleurs, mais comparé aux Bushwhackers, mais c'est pas la meilleure équipe de loin. Là. Les Nasty Boys, pour faire un très bon match, avaient besoin d'une bonne équipe pareille. C'est juste que leur énergie compense pour, mettons, en parenthèse, le manque de talent des fois. Oui, exactement. Et ils vont rester champions par équipe, les Nasty Boys, jusqu'à SummerSlam dans la même année, quand ils vont perdre les titres contre Legion of Doom. Les sujets de la prochaine biographie, en fait, la semaine prochaine. Ça va vite. Ouais. Puis c'est drôle parce que tout ce que tu viens de dire par rapport à Art Foundation, Legion of Doom, ben ça, vous allez pouvoir le voir si vous avez écouté notre biographie des Nasty Boys qui est disponible sur toutes nos plateformes. Allez écouter ça, on en a parlé de long et en large, de la rivalité contre Art Foundation et Legion of Doom, puis qu'on va revisiter évidemment avec Legion of Doom bientôt au mois de mars. Ben, c'est moi aussi, en fait. Non, c'est le mois de mars ou avril? Legion of Doom, on est rendu au mois de mars, là. On est rendu au mois de mars, c'est ça, excusez. Ouais. C'est ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que ils vont perdre les titres contre eux, comme j'ai dit. Puis pour les Bushwhackers, ils vont se faire tourner contre par Tugboat, qui peut aller en rivalité avec lui et Earthquake. Évidemment, il va devenir Typhoon, qu'on connaît. Puis lui aussi, pas longtemps, il a des problèmes de santé. Fait que ça va pas bien, c'est un site. Ouais, un autre aussi qu'on a eu la chance d'interviewer au podcast. C'est quand même malade. Ouais, c'est malade. Des fois, il faut que je me commence à faire une coupe qu'on collectionne. Pour vrai, c'est cool. J'ai la liste. Veux-tu savoir la liste? Brag donc un peu. On a le droit de braguer, ça, non? Un petit peu. Je vais te dire les gros noms. Là. Il y en a une couple d'autres. Je vais te dire les gros noms. Jean Brassard, Bruce Hart, Santino Marella, Marc Blondin, Raymond Rougeau, Matt Seidel, les Nasty Boys, Tugboat, Ted DiBiase, PCO, Kurgan. Jusqu'à présent. Ouais, c'est pas fini. Ce n'est qu'un début, comme disait Star Academy. Puis là-dedans, en plus, c'est qu'on en a au moins 4 en présentiel? Non, plus que ça. Plus que ça. Les Nasty Boys, c'est tout. DiBiase. DiBiase, Tugboat. Fait 4. Matt Seidel. Bruce Hart, fait 6. Bruce Hart, ouais, dans le fond, tant que ça. C'est ça, quand même. En présentiel, c'est quand même. Tu sais, il y a quelque chose de le faire en virtuel parce qu'on est pas mal plus un podcast virtuel, mais. C'est facile aussi, évidemment.
Oui, c'est ça. Mais en présentiel, c'est quand même cool d'avoir eu ces opportunités-là, même si il y a des podcasts qui étaient plus longs, il y a des entrevues qui étaient plus longues que d'autres, mais quand même, c'est cool. Mais moi, juste avoir 10-15 minutes avec une personne dans ce style-là, moi, je trouve ça, c'est un bonus. Là. Puis c'est surtout dans notre format rétro aussi. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est le fun, vraiment, parce qu'on prend du monde rétro. T'sais, évidemment, on a des nouveaux lutteurs des fois, mais quoi que c'est plus rare, là. Mais c'est le fun. C'est sûr que Roman Reigns, demain matin, veut faire un podcast, on va le faire. Là. Welcome, mon chum, on t'attend. Tu sais, ça dépend. Ça dépend si j'ai ma game de crib, là, mais si j'ai pas de game de crib, après ça, on peut y aller. Je te crie pas. Hey, bud. Hey, bonne. Bref, après son interview time avec Michino Cullen, Paul Bearer et l'Undertaker. Et Bearer avertit le Warrior que le Deadman s'en vient pour lui et l'Undertaker arrêterait pas et qu'il devrait abandonner et regarder les choses du côté ensoleillé. Après ça, Taker finit en disant qu'il ne reposera pas tant que l'Ultimate Warrior rest in peace. Oui, il dit les catchphrases qu'on connaît, rest in peace et tout, mais c'est pas encore l'Undertaker version finale. Là. Ça une couple, peut-être un an ou deux encore avant que ça arrive. Mais c'est pas poli encore pour le nouveau catchphrase. C'est essai-erreur un peu. Ouais, c'est ça. Mais on voit que la base est là et est solide. Ouais. Et pendant les entrées de la Battle Royale, on a interviewé avec Michino Cullen, Jimmy Hart et Earthquake. Et Mean Gene parle de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps quand Earthquake a écrasé le serpent de Jake the Snake Roberts avec son bot splash pendant que Roberts était attaché au câble sans pouvoir rien faire. Puis on voit l'incident à l'écran pendant qu'il en parle. Il a-tu scellé? Le serpent a-tu scellé le splash ou? Ben, veux-tu savoir le behind the scenes du serpent? Ouais, vas-y. Ben, évidemment, c'était pas le vrai serpent, là. Ils l'ont enlevé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bon nylon, puis ils ont mis de la viande hachée dedans. Ah, fait que ça a éclaté? Ouais, oui, j'avais entendu cette histoire-là quelque part. Ouais. Puis plus tard, quand ils ont fait, il y avait Primetime Wrestling, ils ont fait un segment avec Earthquake, puis ils servaient des Quake Burgers. C'est ça. Les Quake Burgers, c'était Damien qui servait dans le hamburger. Ben, en même temps. Ben, c'est cool. Pour 91, mais c'est ça, c'est correct. C'est une angle de 91. Pas de restant. Exactement. On gaspille pas. C'est bien, ça. Ouais, il faudrait pas que Greenpeace le sache, par exemple. ou WWF Panda non plus. Ouais, World Wildlife Fund. Et Earthquake dit qu'on s'attende pas à ce qu'il y ait de la sympathie pour Jake. Et il dit qu'il aime aucun animal de compagnie, y compris des serpents. Puis il dit que dans la Battle Royale, il va écraser Roberts comme son serpent Damon et tous les autres dans le combat après ça. Il va en finir une fois pour toutes avec Hulk Hogan. Et Jimmy dit que dans une Battle Royale, on peut pas survivre un tremblement de terre. Et Artery, pendant qu'Earthquake saute sur place en tremblement de terre, évidemment. Après ça, interview time avec Macho Man Randy Savage et Jake the Snake Roberts. C'est quand même weird là, de les voir en entrevue, genre quand on sait ce qui va se passer, genre 3-4 mois plus tard, je dirais. Est-ce que dans Battle Royale, le serpent Damien va avec Thunderstruck? Je comprends pas. C'est un insight que personne ne va comprendre, là, mais c'est pas grave. Ok. C'est le fun, c'est ça que personne ne va comprendre un podcast qu'on veut avoir. Kevin va comprendre. Bon, parfait. T'aurais pu le texter et dire aussi. Ouais, mais hors contexte de même, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai. Alors, quoi qu'avec lui, tu peux le faire. Ouais, il y a ça. Ouais. Jake dit à Randy qu'il a sûrement pas la compassion pour comprendre que Roberts a perdu en parlant de Macho Man. Et Earthquake n'a aucune idée de ce que Jake peut sentir en dedans. Comme un enfant que son chien s'est fait frapper par une auto. Une mère qui pourrait en être chère, ou même son enfant à elle, même à perdre quelqu'un qui était à ses côtés de toute sa vie et partager chaque moment et respiration. Oui, c'est ça que j'ai perdu avec Damien, dit Jake. Il dit qu'il pourrait soit rouler de côté et mourir, ou il pourrait présenter à Earthquake de quoi d'encore plus pire. Le grand frère de Damien, Lucifer, le diable en personne. Attention, Arrête de l'appeler Damien. Arrête de l'appeler Damien. C'est son serpent. Comment, man, on t'a serpent? On dirait que à chaque fois que tu dis Damien, je vois un serpent avec la tête de Dayton. Ouais, mais arrête de penser à Damien, c'est tout. Je sais bien. Attention, Earthquake, il va être partout sur toi pendant pas long, dit Roberts en parlant de Damon. Il fait exprès. Damon! Let's go! avec DDP. Bang, bang, bang! Bref, au interview time avec Michino Cullen et Hulk Hogan. La Battle Royale est un gros test et qu'il est en mode guerre présentement.
Il sait qu'en le marquant dans le ring, qu'il n'y aura pas d'amis, qu'il va falloir qu'il voit rouge pour regarder tout le monde comme si c'était l'ennemi. Et même s'il est éliminé, je dois être prêt à me battre. Il dit qu'il doit s'inquiéter de Slaughter, mais qu'il est prêt à jouer selon les règles du Surge. Et Okerlund lui dit que la bataille royale est une chose, mais que la personne qui l'élimine, ça peut ouvrir bien des portes. Hogan dit qu'il sait tout ça, mais qu'il est prêt pour n'importe qui et n'importe quoi. Et Slaughter peut amener ce qu'il veut, de la gasoline, du feu ou n'importe quel produit chimique. Il va se battre. Je m'en viens pour toi, dit Hogan en parlant de Slaughter. Donc, match numéro 3. Une bataille royale avec 20 lutteurs, dont les voici. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Ouais. C'est beaucoup. Ben, beaucoup. Mais 20 lutteurs, c'est quand même pas pire. Ouais. Il y a des gros noms. Avec Hulk Hogan, Earthquake, Mr. Perfect, Jake the Snake Roberts, Axa Jim Duggan, Barbarian, Big Boss Man, Greg the Hammer Valentine, Tugboat, Paul Roma, Hercules, Shawn Michaels, Marty Jannetty, Jesus Tornado, Kato, Tanaka, Warlord, Aku, Jimmy Superfly Snuka et pour terminer, le Rich Bulldog, Davey Boy Smith. Du talent. Puis c'est drôle parce que pendant que tu te mets ça, Warlord puis Barbarian, on les a rencontrés puis on a pris une photo avec eux autres aussi. Fait que c'est quand même. Vrai. Ouais. Pas mal cool. On les a vus, on les a collés d'un match pour gagner les séjours par équipe aussi. Wow. C'est du. J'ai plus rien. J'ai plus de mots à dire. Je sais pas quoi dire. Bon, ben, on arrête le podcast. Il n'y a plus de mots à dire. Bye, merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. Et non, on fera pas ça. Le champion n'a pas perdu de temps à déclencher le combat. Dès qu'il est entré dans le ring, et le match a officiellement commencé. Et Hogan et Roberts ont fait équipe sur Quake dans le coin, alors que tout le monde commençait à se frapper. Aucun signe de Damien à date. Damien! Ouais, c'est ça. Et Paul Roma fut le premier à partir, se fait sortir par Marty Jannetty. Mais Roma lui rendit l'appareil en tirant aussi Party Marty au sol. Ouais, changer d'idée un peu. Et Hogan et Quake ont continué à se battre dans les cordes. Et Hogan et le Bulldog ont failli éliminer Perfect, mais il a tenu bon. Et Perfect aurait presque été éliminé à nouveau par Greg Valentine et Hogan en même temps, mais il a aussi tenu bon. Évidemment, il fait ce que Shawn Michaels faisait dans les Battle Royale par après, là, se tenir de peine et de misère d'un corde. Warlord a tenu sa revanche sur Davey Boy Smith du WrestleMania 7 en éliminant le Bulldog de la Battle Royale. Après ça, Tanaka et Jimmy Snuka étaient les prochains à sortir, celui de Jake Roberts, alors que Quake s'approchait de lui par derrière et le poussait au sol. Et la chaleur monte encore pour Quake, mais un instant plus tard, Roberts apparaît avec son nouveau serpent Lucifer et le lance vers Quake, arrête le match alors qu'on va faire une pause. Et après la pub, Perfect et Hogan ont changé des coups dans le coin. Et dans un moment choquant, Tugboat a frappé Hogan par derrière, ce qui a provoqué son élimination de la bataille royale avec des bons amis. Il y a une confrontation entre les deux après ça. Évidemment, Hogan a fait pareil à Tugboat au Rumble de la même année. Donc, il y aura l'appareil. C'est une bonne guerre. Ouais, c'est pas laissé faire. Ouais. Et le Warlord a interrompu leur combat, mais il en a payé le prix quand Hogan l'a éliminé. Et après ça, on a attaqué sur l'Indo qui a suivi par après, grâce à Barbarian. Et après ça, Quake a frappé de nouveau en se débarrassant de Duggan, mais il a rencontré sa fin aux mains de son ennemi juré Hogan, qui se venge à nouveau de cette attaque un an plus tôt au Brother Love Show. Moment iconique, bien sûr. Et pendant que Hogan était sur le point de pousser Kato, Tugboat s'est foulé par derrière et poussé son copain au sol. Il a obtenu sa revanche du Rumble. Sa célébration était de courte durée. Oui. Kato, lui, il mange du keto. Il mange beaucoup de gâteaux. Ouais. Ok, parfait. Mes interventions sont divines. Ouais, c'est ça. Ça a été de courte durée sa célébration parce que Michael s'est approché de lui, aussi mis Tugboat hors du match. C'est quand même weird de voir Shawn Michaels éliminer Tugboat de Battle Royale. Ouais, mais en même temps, le Battle Royale, ça sert un peu à ça, là, des duels impromptus. Faut toujours me rappeler d'un spot dans le Rumble match, c'est genre Big Show, puis c'est Big Show Mark Henry, je pense, qui se battait dans un corde, puis R-Truth qui est arrivé dans le match, il a éliminé les deux en même temps. Je sais pas pourquoi R-Truth, je sais pas, là, mais. Ouais, une petite récompense pour son bon travail, sûrement. Ouais, mais c'était avant qu'il fasse son bon travail, me semble. Ben, il a sûrement toujours été bon backstage, là, comme un gars qui est bon dans la chambre. Ouais, ça doit. Mais ce qui est dans la chambre reste dans la chambre d'habitude. Exact. Hercules a sorti de la mêlée ensuite pendant qu'Hogan chialait à Tugboat, comme c'était son habitude quand il ne faisait pas son affaire, il chialait souvent, le Hogan.
Storylinement parlant. Je peux dire ça de 80% des lutteurs. Backstage, par exemple, il ne chialait pas parce que lui, c'était tout brother. Exact. Et le Big Boss Man est ensuite sorti par une équipe de Barbarian et Perfect, deux membres de la Bobby Heenan Family. Et Michaels élimine Naku un instant plus tard pour avoir le Final Four du match. Monsieur Perfect, Shawn Michaels, le Barbarian et Greg Valentine. Et puis, je trouvais ça nice là, quand c'était le Final Four de voir Perfect puis Michaels genre allait être vivaleux dans le match, genre un rythme effréné. Là, pour vrai, là, c'était beau en Christ les voir aller un contre l'autre. C'était les hard workers du temps, là, fait que puis l'autre bord, t'avais comme le Valentine, puis c'est qui Barbarian, l'autre? Ouais. Comme les muscles contre les deux gars agiles, talentueux. Ouais. C'est dommage pour Shawn et Perfect parce que ils ont eu une coupe de match par après. Là, comme genre, SummerSlam 93, ils se sont affrontés pour le championnat intercontinental. Puis ce qui est chiant là-dedans, c'est que genre, les semaines avant le match, Vince, au commentaire, tout le monde disait que ça a été pour le match du siècle, peut-être côté lutte. Là. Puis le match n'a pas été super bon. Ça a comme été un peu poche. Fait que... Ça, c'est comme souvent. Là, des fois, tu peux mettre les deux meilleurs ensemble. La chimie n'est pas là. Fait que ça se peut que ça pognait pas. C'est arrivé à plein de grosses vedettes ensemble. Très bon lutteur aussi. Là. Puis aussi, en même temps, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était le contraire. C'était Perfect Face puis Michaels en heel. Puis Michaels de 93, c'était pas Michaels de 96, mettons. Là. Il y avait pas, mais il était pas encore au top de sa forme comme heel. Là. Il apprenait encore sur le tas. Là, fait que... Puis ça se peut aussi que Perfect, il était-tu blessé? Avais-tu des problèmes ce soir-là? Peut-être de dos déjà? aussi, c'est bien documenté. Là, fait que... C'est une mauvaise soirée, ça se peut qu'il filait pas, puis ça n'a pas donné comme ça. C'était censé. Là. Ouais. Et malheureusement pour Shawn, il s'est déplacé un peu trop vite. Il s'est retrouvé sur le tablier du ring, donnant à Perfect la chance de le faire tomber au sol pour l'élimination. Et après ça, Valentine a fait de son mieux pour tenir le coup pendant tout le long de la double équipe. Et une mauvaise communication a fait que Barbarian soit éliminé de la Battle Royale. Donc, il ne reste que 2. Et après une guerre de chop, Perfect est dans le trouble et la foule était vraiment derrière le marteau. Et il a même failli gagner, mais Perfect a réussi à rester en vie. Et Valentine est resté avec lui. Il essaie de pousser Perfect vers l'extérieur, mais son élan a aussi emporté. Sauf que, par exemple, Perfect a tenu bon pendant que Valentine a touché le sol et c'est terminé. Grosse victoire de M. Perfect qui gagne la Battle Royale ce soir. Ça rien de main event. Est-ce que ça lui donnait un combat de championnat, quelque chose, une opportunité, non? Non, mais à la base, il était déjà en intercontinental. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de chance en jeu. Là. Mais tu sais, mettons, là, pour ceux qui sont un peu moins habitués que ces années-là, est-ce que c'est shocking de voir Mr. Perfect puis Greg Valentine en finale ou ça fait du sens? Greg Valentine, peut-être un petit peu plus. Ben, Perfect, ça fait du sens parce qu'il c'était un champion intercontinental. Mais Valentine, souvent, les Battle Royale, il disait que ça prenait c'était un bon les Battle Royale parce que ça prenait du temps pour. Il était buildé pour lui faire des longs matchs. Fait que ça l'aidait beaucoup dans les Battle Royale. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis en dernier, peut-être aussi. Là. Parce qu'on s'entend que Valentine, son teint est un peu passé pareil. Là. Ouais. Mais je sais pas. Il y avait encore un peu de jus dans le tank, là, mais je pense que c'est pas ces belles années pareil. Là. Ah non, il est encore bon. Il est encore solide dans ce temps-là, Valentine. C'est juste que son rôle était pour mettre le monde over. Puis c'est ça qu'il a fait. Ouais, exact. Mais sinon, très bon Battle Royale, pour vrai. Puis il n'y a pas beaucoup de répit, ce qui est toujours un peu des Battle Royale. Fait que pour vrai, je vous recommande d'écouter ce Battle Royale. C'était le fun à regarder. Ouais, très cool. Ouais. Et après une rivalité avec le Bulldog, M. Perfect va avoir Bret Hart dans les pattes. Il va perdre son titre intercontinental contre lui à SummerSlam. Et Valentine va avoir une chance au titre intercontinental justement de Perfect dans un combat qu'il ne gagnera pas. Il va quitter le WWF en janvier 92 après le Royal Rumble. On suit ça avec une interview time avec Mitchell Cullen, Sherry Martel et Ted DiBiase, le $1 Million Man. Ted dit que Bret Hart est monté les rangs de la WWF grâce à son courage et son cœur, mais que lui, DiBiase a une meilleure façon de faire les choses, qui est meilleur que le cœur et le courage. Et c'est bien sûr Sherry qui va nous le dire. Il dit que l'argent n'est pas tout, mais que l'argent est la seule chose qui compte vraiment. Elle rajoute que DiBiase... Oui, bon, oui. Elle rajoute que DiBiase, il y a plus d'argent que tu n'auras jamais dans ta vie. Bret, et que c'est ça qui fait que c'est le meilleur homme. Mais DiBiase dit qu'il est généreux et qu'il va offrir à Hart le même cadeau qu'il a donné à Roddy Piper à WrestleMania 7. Et Virgil, il dit qu'il y en a une dans le mal pour lui qui s'en vient. Et c'est bien sûr une béquille. Puis je me suis habillé sur beaucoup de gens dans ma carrière. Et Bret Hart, ce soir, je vais m'appuyer sur toi. Et ceci pour toi. Et pour toi. En montrant évidemment la béquille. Puis il rit il se part à rien avec son rire machiavélique. Donc, ouais, pas trop fort. Les propriétaires vont monter. Match numéro 4.
Bret Hitman Hart contre Ted DiBiase avec Sherry Martel dans son coin, la sensationnelle One. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. On parlait de beaux graphiques, ben ça, c'est le plus beau. Ouais, pour ceux qui écoutent sur YouTube, là, allez voir ça, c'est vraiment de toute beauté. Ouais. Et Hart a tenu. Là, on a Piper qui est au commentaire avec Macho et Vince pour ce combat-là. Hart a tenu bon dès le début, résistant à DiBiase en faisant du Binderman un bras à la volée et des cordes à linge qu'il a envoyé à l'extérieur du ring. Et après ça, Hickman a fait exploser la foule avec un très beau plongeon par-dessus la corde, la troisième corde sur DiBiase en bas. Et Hart a commencé à donner du fil à retordre à son opposant et a même esquivé quelques interférences de Sherry. Par contre, il est devenu un peu trop agressif et a été victime d'un stun gun de DiBiase pour prendre l'avantage. Et Ted est resté concentré sur le coup du Hitman en lui faisant un marteau pilon pour un compte de 2. Et Hart finit en bas de l'arène où Sherry finit par le malmener Bret avec des coups de pied jusqu'à temps que DiBiase le renvoie à l'intérieur du ring. Et Teddy prend l'avantage du combat avec plusieurs coups. Et après avoir lancé violemment Hart dans le coin, DiBiase a tenté le $1 000 Dream, mais Hart l'a bloqué. Et le Hitman a rentré DiBiase dans le coussin du coin pour que Ted lâche prise. Après ça, Bret a pris les devants sur DiBiase avec son balage à la russe, suivi d'un brise d'eau et de son coup de coude de la deuxième corde, son comeback dans le fond. Mais avant que Hart puisse mettre DiBiase de côté, il a été distrait par Sheamus qui l'a attiré en bas pour lui faire face. Et DiBiase a attaqué par derrière et l'a repoussé à l'intérieur jusqu'au moment que Roddy Piper marchait vers le ring. Il a forcé Sheamus à s'éloigner du ring, puis il a attrapé un balai en dessous de l'apron, puis il a fait comme si genre Sheamus c'est son balai à elle, puis ça était une sorcière, puis il s'est mis dessus, puis il a fait comme dans Happy Gilmore. Ouais. Ouais. À la Piper, là. Vraiment typiquement Piper. Puis il a même donné des coups sur les faufounes de Sherry avec le balai. Ça, c'est pas correct. Ça, là, c'est une autre époque. Et DiBiase est allé vers Piper et Hart a suivi, ce qui a mené à un autre décompte, un décompte à l'extérieur en double pour le match. Ouais, un peu dommage par contre. Ouais, mais c'est un très bon match avec une fin décevante, évidemment. Mais si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans un match que vraiment un finish, là, allez voir Survivor Series 90 dans leur combat, évidemment, le début d'Undertaker, dans ce combat-là, évidemment, qui sont pay-per-view début. Allez voir ce match-là parce que les deux derniers lutteurs de leur équipe respective, c'est Bret et DiBiase, puis ils ont genre un petit back and forth de genre 5-6 minutes qui est écœurant, puis qu'il y a un finish. Ouais. Fait que, si vous voulez voir de quoi un finish avec ces deux-là, puis quelque chose qui a bien de l'allure, allez voir ce combat-là. Évidemment, vous n'allez pas être surpris qu'on vous dise que le meilleur combat à date, c'est Bret Hart qui l'a fait. Je pense que c'est le même depuis 90%. Ouais, 90% des matchs qu'on review que Bret Hart est dans le show, c'est ça qui arrive. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'interaction entre Bret Hart et Sherry Martel dans ce combat-là. Je pense que c'est un art qui se perd là, de bien. Puis tu sais, j'ai toujours dit que Sherry, c'était pas ma préférée, là, mais ça fait 2-3 reviews que je la mets over sur ce qu'elle fait dans un match. Là. Fait que tu vois, je commence peut-être un peu plus à apprécier son travail en me rappelant un peu plus ce qu'elle faisait. Puis Bret était très bon pour sceller puis jouer bien la comédie. Puis DiBiase, c'est un vieux de la vieille, là, efficace au bout dans son rôle. Fait que tout ça mélangé ensemble, ça donne ce que ça a donné. Le finish, par contre, ben ça. C'était calé de même. Fait que c'est sûr que je suis pas sûr que si les deux lutteurs avaient eu le choix, ça aurait peut-être fini comme ça. Mais bon, ça n'enlève rien à tout ce qu'ils ont fait avant. Exact. Ouais. Et DiBiase va continuer sa rivalité avec Virgil par la suite, tandis que Hart, lui, va remporter le championnat intercontinental, comme je disais tantôt, contre M. Perfect. Ouais. Donc, peut-être une des raisons pourquoi il n'y a pas eu de finish dans ce combat-là, parce que les deux vont des grosses storylines à continuer encore. Fait que, protégé. Puis après avoir gagné le titre à SummerSlam, il a remporté le King of the Ring en septembre dans un house show à Providence, Rhode Island. On est prêt pour le match numéro 5, The Mountie, avec Jimmy Hart contre Tito Santana. Yes! Allez, bon. Et exactement, oui. C'est un rematch de WrestleMania 7. Un match que le Mountie avait remporté, mais je pense que le match avait duré 2 minutes. C'était pas vraiment... Les deux vont être sur place au centre Slush Poppy le 14 juin prochain, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est malade. Tito le secouait avec un énorme coup droit dès le début. Il a mené le combat du... Ah, j'ai oublié de dire le nom de l'arbitre. C'était Mike Chioda, ton chum. Oh, Kiki! Ouais, Kiki. Parenthèse, là. Ouais. J'ai comme plan, dans la prochaine année, peut-être en 2025 ou début 2026, là, je vais voir. De l'avoir je vais aller peut-être suivre... oui, j'aimerais ça.
Ah. Mais je vais peut-être aller suivre un de ses séminaires à Kiki. OK, cool. Ouais, juste de même. Comme ça, Pourquoi pas pas? fun. Ouais. Quelque chose de même. Oui, ça menait, pour ça, il y a une paire de dropkicks de Tito Santana dans le début du match. Puis Tito a suivi de Monty au sol et ils ont changé quelques coups. Mais finalement, Tito a pris le dessus et il l'a repoussé à l'intérieur. Et Santana a continué son assaut, mais Monty a bloqué un monkey flip et Tito s'est écrasé violemment sur le tapis. Et le Monty a réussi à attaquer brièvement, mais a reçu une paire de genoux dans le dos lors d'une tentative de grosse splash. Santana semblait prêt à mettre fin au combat lorsque le Monty il a fait son coup d'avant-bras au Monty. Mais Jimmy Hart a plongé dans le ring, il a distrait l'arbitre. Et avant ça, Tito a donné un bon coup d'avant-bras à Jimmy Hart qui avait un esti bump. Mais ça a permis à Monty de faire, évidemment, de prendre son petit bâton rouge qui électrocute le monde. Et choquer notre ami Santana pour remporter la victoire sale et terminer le dernier match de Science Main Event 29. Puis moi, ça me fait toujours rire là, quand je vois les matchs du Mountie, puis il fait son affaire avec le bâton d'électrocution. Je pense pas juste à Scott Hall qui fait, puis c'est bien hot. Là. Ouais. Mais moi, ça me tend rien d'entendre le sound qu'ils mettent off. Genre le sound effect. Très jouet, là. Ouais, le sound effect qu'ils mettent pour faire comme si c'était vraiment fort, là, tu sais, mais s'il serait aussi fort, s'il le tuerait, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça me fait toujours rire quand j'entends ça. Juste électrocuter quelqu'un, c'est très dommageable en partant. Là, fait que... ouais. C'est un bon combat pour le temps qu'il y avait, là. Évidemment, c'est pas un classique, là. C'est un match de fin de show, là. Fait que, voilà. J'aurais peut-être switché l'avant-dernier puis le dernier. Tu sais, il me semble que j'aurais fait un switch, mais c'est beau. En même temps, celui-là, il y avait un finish au moins. Pour mettre en dernier, c'est meilleur, je trouve, qu'un double Ouais, cannon. ouais. Ouais, c'est juste que niveau qualité de match puis finish, même si l'autre n'a pas de finish, t'as quand même une grosse storyline. Fait que c'est. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est un nice main event, c'est plus respectable. Là. Dans ce temps-là, en plus, t'es moins dans le jugement des. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est deuxième. Là. C'est ça, exact. Deathmatch. Ouais, c'est ça. Ça se va être toi avec ton deathmatch. Monty va avoir une feud avec le Big Boss Man ensuite, tandis que Tito, lui, va avoir un gros changement à sa carrière quand il va donner El Matador à la fin de l'année 91. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, qu'ils disent. Exact. Au moins, il était là. Il y avait un spot sur le show. Exact. Gagnait son argent. Ouais, puis c'était une bonne main. Il mettait du monde over. Puis c'est le meilleur compliment que tu peux avoir. Ça, quand t'es pas un main eventer, puis que tu sais qu'ils peuvent mettre contre n'importe qui, puis tu vas les mettre, make him look good. Là. C'est le meilleur compliment que tu peux avoir. Exact. Tu sais que tu vas être utile à la compagnie, puis qu'ils vont te garder pour quelques années. En tout cas, ils vont te garder le plus longtemps possible si tu fais pas de ravages, puis que tu vas gagner ton argent, puis tu vas être content. Puis que t'as pas trop d'ego non plus. Fait que si t'acceptes de perdre contre tout le monde, c'est parce que t'as pas un ego souvent. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, oui, c'est sûr que je peux comprendre l'ego des fois de dire, mettons, lui est meilleur ou moi, je suis peut-être meilleur que lui. Mais tu sais, je pense qu'à la fin de la journée, si tu fais ce que t'aimes et t'es payé pour, le plus possible, tu devrais être content. C'est un bonus. Ouais. Interview time avec Mijino Colin, Colin Mustafa, Général Adnan et Savant Slaughter. Et Slaughter dit que ce soir, Hogan t'a interféré dans un enterrement militaire bientôt. Ça va être ton enterrement à toi. Je me rappelle de ton visage en flammes, sentir ta peau s'enflammer, brûler. J'ai hâte de pouvoir mettre ma main sur le prochain. Comment il a dit ça? C'était un peu dark. J'ai hâte de pouvoir mettre ma main sur ta face et d'arracher la peau qui tresse et de l'avoir dans mes mains. Oh. Et t'as peut-être gagné la bataille, Hogan, mais le Savant Slaughter ne perd jamais une guerre. Et c'est moi qui règne la WWF. Et c'est un ordre, finit Slaughter. Et la réplique se fait avec Interview Time avec Hulk Hogan et Roddy Piper. Quand il a commencé la bataille, il savait qu'il continuerait tant aussi longtemps que Slaughter soit anéanti, dit Hogan. Et tu dois réaliser que je vais être dans ta face dans tous les instants. Et quand il a brûlé le poster et la bannière d'Hulkamania, tout ce qu'il a juste mis de l'huile sur le feu et donné des munitions pour durer jusqu'à la fin. Et tu dis que tu es le régneur de Slaughter, mais tu ne contrôles même pas ta propre destinée. C'est dans mes mains maintenant, dit Hogan. Il n'y aura pas de chance de te rendre sans condition, pas de prisonnier à bord, et je vais te ressortir d'ici une fois pour toutes. Évidemment, il termine ça avec What you gonna do, Sergeant Slaughter? Et après, deux interventions de Vince et Randy Savage aux commentaires, c'est la fin de Science Main Event, édition 29. Ouais. Final thoughts du show?
Ben, il y avait une ligne directrice, là, comme dans tous les Ouais. Saturday Night Main Events, c'était beaucoup. Je pense qu'ils utilisaient beaucoup ça comme tremplin pour peut-être mousser leur pay-per-view. Je veux dire, il y a eu les matchs en tant que tels, à part celui de Brett et Ted, c'était pas. Quoi que la Battle Royale, pour une Battle Royale, c'était pas si pire, là, pour vrai. Bon. Fait que je te dirais, le moment fort, ben, Taker avec le cercueil. Nasty Boys contre l'autre, il n'y en a pas vraiment. C'est un match correct sans plus. Sinon, toutes les storylines entourant Brett, Piper, DiBiase, Sherry, ça c'était bon. Battle Royale, quelques beaux moments avec des lutteurs qui shine. En gros, c'est ça. Puis sinon, le main event, le main event n'est pas écœurant, mais de voir Tito et Rougeau un contre un, ça me met toujours un sourire en coin. Fait que je peux pas être déçu de ça. Fait que non, un show, je te dirais moyen. Moyen, mais qui s'écoute bien. 1 heure, pour vrai, même un show moyen en 1 heure, c'est parfait. Ouais. C'est super, super bien. C'est super apprécié. Là. Puis évidemment, depuis qu'ils ont changé du network à Netflix, ben, c'est pas disponible sur Netflix à Saturday Night Event jusqu'à présent. Je suis que ça va changer d'ici les prochains mois, la prochaine année peut-être, mais pour l'instant, ils sont pas sur le network. Peut-être. Oui, peut-être, jamais. Oui, parce qu'il non seulement de Volt, mais là, évidemment, c'est par rapport avec ce show-là, mais ils ont sorti WCW, de Volt, WCW, fait que évidemment, c'est sûr que c'est du stock qu'il y avait sur le network, mais en même temps, tu payes pas, c'est sur YouTube gratis. Fait que, tu l'as plus facilement qu'aller le chercher sur le network. Des fois, c'était compliqué. Là. Connecter ton téléphone ou, tu sais. Ouais. Bref, c'est plus YouTube, c'est plus user-friendly. Ouais. Bref, ce qui conclut le review. Ça reste un event numéro 29, Sergent contre Guerrier. Puis il est rendu où ce show-là, ce podcast-là? Et dans le rétroviseur, un autre de fait. Yes! Fait qu'il nous reste 2 podcasts pour terminer le mois. Donc voici en ordre les podcasts qui nous restent. Évidemment, la biographie du mois de mars, nul autre que une des équipes les plus décorées de tous les temps, une des meilleures équipes, si ce n'est pas la meilleure équipe, Legion of Doom, les World Warriors, avec leur carrière impressionnante en longévité, en match, en championnat. Donc, ça sera la biographie du mois de mars, Hockey Animal. Et on va avoir aussi au podcast Fully Loaded 1998. Ça, c'est très niché comme podcast. Mais je vous dis tout de suite. C'est un In Your House, là. C'est un In Your House, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'ai beaucoup de choses à dire de ce show-là. Ouais. Pas nécessairement des bonnes, mais ça vaut quand même la peine d'écouter ce qu'on va avoir à dire. Puis il nous reste une couple encore là, d'ici la fin de l'année sur Ice Main Event. De In Your House, on va en avoir une couple, c'est sûr. Ouais. Là. Ouais. Minimum 2 autres après celle-là. Fait que restez des nôtres. Yes. Fait que c'est ce qui conclut le mois de mars. Mais évidemment, il me reste 2 petites affaires à parler avant de vous quitter. Et bien sûr, n'oubliez pas, à travers la table. À travers la table, évidemment. La lutte moderne, tout ce qui se passe dans le courant de la lutte, c'est le WrestleMania Season. Donc, ça va être le fun. Nos prédictions des shows de AEW, WrestleMania, peu importe le show de TNA. Évidemment, nos artistes québécois. Donc, si il y a des shows aussi, des promotions. On a eu Shane Hawk, d'ailleurs, de la IWS. On a eu Shane Pinto, qui était aussi au show de la IWS. Fait qu'on a beaucoup parlé de la IWS les 2 derniers shows. Là, on va avoir d'autres trucs qui s'en viennent, d'autres promotions qui vont venir parler de leurs promotions, d'autres lutteurs. Bref, c'est là que ça se passe à travers la table. Le mardi, 20h30, en direct, live sur YouTube, Facebook et Twitch. Et notre tournoi interactif des 16 meilleurs jeux vidéo avec toutes les consoles confondues. Donc, gros tournoi sur Instagram et Facebook. Pendant 2 semaines de temps, vous allez pouvoir voter. Donc, allez faire ça, c'est très le fun. Puis, ça va vous rappeler des beaux souvenirs, de la nostalgie pure et dure. Ouais. Puis, j'ai entendu dire là, qu'on on a une annonce à faire bientôt pour le podcast. C'est tout ce que je veux dire. D'ici 2 semaines. 2 semaines, ouais. On a une grosse annonce à faire. C'est ça, une grosse annonce. On n'en dit pas plus. Ceux qui connaissent le podcast savent à travers la table, on n'a pas fait une semaine, donc voilà. C'est ça. On a quelque chose qui va valoir la peine, je pense. Qui va popper. Exact. Donc, c'est ça qui est ça. Puis, évidemment, si vous allez dans les shows de lutte québécois, venez nous parler. On est souvent du côté de Battle War. Il y a la GPW aussi à la fin du mois qu'on va être là. Ou même si vous ne nous parlez pas, allez-y, au moins, c'est pas grave. Ouais, allez-y. Mais plus important quand vous nous parlez. C'est ça le plus important. Oh ouais, c'est le fun. Je comprends. Mais pas trop longtemps. Ah, fuck. Comprends, oui. Mais
Pas trop parler, longtemps. Pas trop longtemps. Si vous payez le cognac. Alright, on arrête là. On va quitter pendant qu'on est ahead. Fait que c'est bon. Merci Marco. Good. Merci TJ. Yes sir. Fait qu'on se voit au prochain podcast très bientôt. Mais n'oubliez pas. Peut-être, ouais, c'est ça. N'oubliez pas, à la maison, c'est très important. Oliba!